Big up tout le monde, c'est Kevin D de la team Red Ribbon TCG. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse des decks et comme vous pouvez déjà le voir à l'écran, aujourd'hui je vais vous parler du leader Vegex, les héros fusionnés. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous soutenir et pour nous aider dans notre projet, ça nous aide vraiment énormément. Du coup, je vais tout de suite commencer par déjà vous présenter le leader pour ceux qui ne connaissent pas. Le leader qui en non éveillé a un permanent qui est le même d'ailleurs qu'en éveillé, qui dit que vous ne pouvez pas jouer des cartes de combat exclusivement noires. Ensuite, en non éveillé, toujours le leader a une capacité activation principale. Une fois par tour, explosion 5, c'est-à-dire que vous placez les 5 premières cartes de votre deck dans votre zone de dispersion et ensuite vous piochez une carte. Puis la capacité éveil, si vous avez 4 points de vie ou moins ou que vous avez 20 cartes dans votre zone de dispersion, 20 cartes ou plus, vous pouvez piocher une carte, redresser une énergie et retourner votre leader. Une fois que votre leader est éveillé, vous allez du coup avoir la carte qui se trouve à l'écran. Toujours le premier permanent, c'est comme je vous ai dit en non éveillé. Un deuxième permanent qui est extrêmement intéressant et qui est notamment un des gros points forts de ce leader en tant que leader noir, c'est l'étincelle 20 qui dit que si vous perdez la partie en ayant plus de cartes dans votre deck, vous mélangez votre zone de dispersion dans votre deck. C'est-à-dire qu'au moment où la dernière carte de votre deck est soit piochée, soit placée en zone de dispersion ou autre, si vous avez plus de 20 cartes, au moins 20 cartes dans votre zone de dispersion, vous allez prendre toute votre zone de dispersion et la remettre dans votre deck. Attention, les étincelles 20 ne comptent que la zone de dispersion et non la dimension parallèle. Du coup, il faudra quand même faire attention à comment vous gérez vos espaces-temps. Et pour finir, l'activation principale qui est un peu similaire à la capacité en non éveillé, mais pas tout à fait, puisque une fois par tour, vous allez piocher une carte. Attention à ce point, puisque sur le côté non éveillé, vous allez d'abord burst 5, explosion 5, excusez-moi, puis piocher une carte. Dans le côté éveillé, vous allez d'abord piocher une carte, puis placer 5 cartes dessus de votre deck dans votre zone de dispersion. Et ensuite, vous choisissez jusqu'à une de vos cartes unition noire et la carte double frappe pour toute la durée du tour. Du coup, le but du deck, c'est très simple, c'est un deck aggro. C'est un deck noir, très aggro, avec avec un gros board, qui parfois coûte très cher, mais aussi des fois c'est simplement des cartes qui vont soit être jouées par espace-temps ou alors gratuitement. Et du coup, vous allez ainsi pouvoir tuer votre adversaire au tour 2 ou alors tour 3. Et à part ça, le deck, il a honnêtement pas grand chose à offrir. Mais l'agression est telle que au final, ça lui suffit largement pour que le deck soit extrêmement fort. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est clairement un deck tier 1 dans cette méta. Pour jouer le deck, vous allez déjà avoir besoin du deck de démarrage Cyan Wonder, qui est du coup le starter deck 14. Parce que du coup, le leader fait partie de ce starter deck. Ensuite, les 4 autres cartes qui viennent, du coup, qui sont aussi exclusives à ce SD14, sont jouées en x4 dans le deck, qui sont du coup, elles aussi extrêmement importantes. Mais à côté de ça, le starter deck vous permettra aussi de récupérer d'autres cartes en foil en x4, que ce soit le Champa, le BBD Super Combo qui lui est extrêmement fort dans le deck, ou même aussi le contre Power Burst, Explosion de Force en français, ou le BMS Drop 1. C'est des cartes toujours bon à prendre, surtout qu'elles sont en foil, du coup, autant en profiter. À côté de ça, vous allez aussi avoir beaucoup de cartes de la DB2, de la PT10 et aussi des cartes promo. Les cartes de la DB2 qui seront généralement les cartes qui coûtent le plus cher dans le deck, aussi avec d'autres petites promos. Passons tout de suite du coup au point fort du deck. Dans la globalité, le deck n'est vraiment pas très cher. En tout cas, comparé aux autres gros decks de la méta, si on enlève les Kotukai qui au final sont très intéressants dans le deck mais ne sont pas primordiaux, le deck peut quand même tourner à en dessous de 100 €, ce qui est vraiment abordable dans la méta actuelle. Le deuxième point fort est le CA, vraiment extrêmement important du deck. C'est-à-dire que le CA, déjà pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire le card advantage, ça veut dire l'avantage en nombre de cartes. Mais on limite ça souvent au l'avantage en nombre de cartes en main, sauf que ce n'est absolument pas le cas. Le terrain est vraiment quelque chose à prendre en compte dans le CA, et avec ce leader, pour ceux qui ont suivi le tournoi qui s'est déroulé ce week-end aux États-Unis, c'est un leader qui va permettre de faire un +6 avec son effet. Déjà,
bah, vous allez piocher une carte au minimum, et ensuite avec toutes les cartes que vous allez burst, que vous allez meuler, vous allez pouvoir en jouer certaines, et ainsi, en fonction de la chance que vous allez avoir sur votre meule, vous allez pouvoir jouer jusqu'en moyenne 2-3 cartes simplement via les cartes que vous allez meuler, et vous allez construire un board assez conséquent juste avec l'effet de votre leader. Ensuite, chose à noter aussi, c'est, je vous ai parlé du leader et sa capacité éveil. Vous allez pouvoir vous éveiller tour 2 ou tour 3 sans avoir besoin de baisser en point de vie. Et du coup, vous allez pouvoir assurer l'éveil à ce tour-là pour augmenter votre agression. Le prochain point qui est extrêmement important, que j'ai déjà abordé aussi, c'est que le deck ne peut pas perdre à la meule. Et pour un deck noir qui meule énormément des cartes de son deck, ne pas pouvoir perdre à la meule, c'est très important. On peut comparer ça notamment au deck BBD de la BT9, qui lui était aussi un deck noir très agressif, très fort. Cependant, bah, avec l'effet qui lui permettait de piocher 5 cartes à la fin de son tour, s'il n'avait aucune carte en main, bah, on se retrouvait avec un leader qui, tour 4, tour 5, n'avait plus de cartes dans son deck. À partir de ce moment-là, bah, vous jouez vous-même et vous imposez vous-même un contre-la-montre. Avec les decks, au contraire, généralement, certes, vous allez pouvoir chercher le kill tour 2, tour 3, mais aller au tour 4, tour 5, même tour 6 ne vous embêtera pas, ou en tout cas ne vous empêchera pas de gagner, puisque vous allez simplement pouvoir compter sur ce permanent qui vous empêchera de mourir à la meule. L'avant-dernier point fort qui est du coup le fait que le deck a énormément de puissance de combo. J'ai déjà parlé simplement du fait que le deck a énormément de CA qui peut même aller jusqu'à faire un plus 6 simplement avec l'effet de son leader. Et du coup, bah, les cartes que vous allez jouer quand vous allez meule, ça va permettre certes de créer un board, mais aussi, au pire des cas, ce sera aussi de la puissance de combo. Dans le deck, vous allez aussi jouer du coup les Kaioshin du temps qui sont du coup les cartes, la petite Kai drop 1 du starter deck qui, une fois que vous avez 5 cartes ou moins en main, bah, ce sera un combo à 10 000. Et à côté de ça, vous allez l'un des meilleurs super combos du jeu, qui est le super combo BBD, qui, avec ses leaders, va simplement s'avérer être une combo à 40 000 parfois au tour 3. Et le dernier point fort du deck, qui est du coup cette grosse force de frappe, qui vient déjà, bah, comme je vous ai dit, de la puissance du combo du deck, avec le BBD super combo. Mais d'ailleurs, derrière, vous allez aussi jouer des champs à double frappe, ou alors des Kaioshin double frappe, en préférence de chacun, qui va du coup pouvoir donner double frappe à n'importe lequel de vos attaquants. Et derrière, vous allez aussi pouvoir enchaîner énormément d'attaques dans le même tour. Déjà, via votre meule, vous allez jouer certaines cartes. Puis vous avez aussi les espaces-temps qui vont être soit gratuits, soit vous coûter seulement une énergie. Vous avez aussi la chaîne avec le Vegex Trop 6 et le Vegex Trop 7 qui, certes, le Vegex Trop 6 va vous coûter 3 énergies, mais derrière ce sera déjà une attaque à 25 000 double frappe. Mais derrière, l'évolution Xeno du Vegex Trop 7, elle sera gratuite et du coup ce sera en plus une attaque à 30 000 double frappe. Ces deux cartes à elles seules sont déjà des gros tapeurs et des gros finishers. Sans parler de l'effet de votre leader qui va donner double frappe à votre unisson, qui en plus de ça, si elle a 50 heures ou plus, pourra faire son deuxième effet pour acquérir réplique et à 20 000 de puissance. Et du coup, votre unisson Gotenks avec cet effet pourra être du coup une 25 000 répliques double frappe. On enchaîne du coup. J'ai l'habitude dans ce format de vous parler des cartes clés. Cependant dans ce deck, je ne vais pas faire ce slide puisque simplement il y a tellement de cartes qui pourraient rentrer dans cette rubrique que bah, j'ai simplement décidé de vous présenter deux decklists qui ont fait leur preuve puisque c'est la decklist de Jordan Markle et la decklist de Justin Rios qui sont arrivés respectivement premier et deuxième du dernier gros tournoi américain qui a eu lieu et vous allez voir que rapidement dans ce deck il y a énormément de cartes qui rentrent dans plusieurs catégories et chaque catégorie est à elle seule une clé de la réussite du deck. En première catégorie, on a déjà simplement toutes les cartes du starter deck qui ont toutes quasiment le même motto qui dit simplement que bah, une fois que vous allez meule cette carte depuis votre deck, bah, vous allez simplement pouvoir la jouer. Dans ces catégories, on a du coup la Kai Drop 1, la Kai Drop 1 qui elle sera pas très utile en termes d'agressivité mais qui vous permettra quand même de monter dans votre puissance de combo. Vous avez le Trunks Drop 3 qui lui est bloqueur mais qui est unique aussi. Ça c'est quelque chose à noter et à faire attention. Vous avez le Vegeta Drop 4 qui lui a 19 000 et qui peut être vraiment une menace pour l'adversaire, mais qui lui aussi, encore une fois, a unique chose à noter. Et l'unisson, comme je vous ai dit, que vous allez pouvoir jouer gratuitement si vous n'avez pas d'unisson sur le terrain et qui à elle seule, avec l'effet du leader, pourra aussi s'avérer être une menace pour votre adversaire. À côté de ça, en deuxième
catégorie, on a du coup ce premier lieu, ce Trunks Overin Trop 3, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une nouvelle carte de la BT10. Vous allez simplement le jouer pour un espace-temps de 3 et une énergie. Et quand vous jouez cette carte avec espace-temps, vous allez pouvoir choisir un Vegeta Xeno avec un coût d'énergie de 3 depuis votre deck et le jouer en mode inertie. Avec ces Trunks, du coup, vous allez généralement jouer ce Vegeta Xeno C qui a du coup 20 000 et barrière. Et du coup, pour une énergie, vous allez avoir un petit tapper à 15 000, mais surtout, ce Vegeta barrière qui, une fois qu'il sera sur le terrain, sera vraiment une plaie incroyable pour votre adversaire qui aura énormément de mal à gérer. Et du coup, à tous les tours, vous allez simplement avoir une attaque supplémentaire à 20 000. Et ensuite, pour une énergie, si vous voulez ou si vous avez du mal à finir la partie, vous allez simplement pouvoir jouer à la place ce Saiyan masqué Trop 4 qui va déjà de 1 permettre de gérer une battle adverse, mais aussi quand vous attaquez avec, vous allez simplement pouvoir vous crit 2 points de vie, mais aussi pour infliger un point de vie à l'adversaire sans que celui-ci puisse vraiment contrer. Ensuite, je vous ai parlé déjà du Vegex Trop 6 et du Vegex Trop 7, je ne vais pas rentrer encore plus en détail. Et pour finir, la dernière catégorie clé vraiment importante qui sont le bout de la BT10 Drop 4, le Fou Drop 2 de la DB1 et le Kotsukai de la DB2. Ces 3 cartes qui rentrent simplement dans la même catégorie, qui sont les cartes qui vont être jouées depuis votre zone de dispersion. Parce qu'au final, ce sont des cartes qui, si vous les mêlez avec l'effet de votre leader ou l'effet de n'importe quelle autre de votre carte, ça ne vous dérangera pas, puisque au final, ce sont des cartes qui ont un effet quand elles sont en zone de dispersion. Et c'est généralement pour ces cartes-là que vous allez dépenser la plupart de vos énergies. Que ce soit pour le Fou Drop 2 ou du coup, si vous retirez ces cartes de la partie depuis votre zone de dispersion, vous allez pouvoir récupérer une carte de combat avec un coût d'énergie de 7 ou moins. Généralement, vous allez du coup soit récupérer des cartes pour faire votre chaîne VKX, ou alors simplement un petit super combo qui, comme dit, se révélera être un combo à 40 000. Derrière, vous avez le bout qui aussi est un des gros moteurs de pioche, puisque pour une seule énergie, si vous envoyez ce bout de votre zone de dispersion dans votre dimension parallèle, à la fin du tour, vous pouvez défausser une carte et vous allez piocher 2 cartes, ce qui permet du coup de faire un +1 en main tout en cyclant un peu votre deck. Et derrière, vous avez aussi le Kotsukai qui, pour une seule et unique énergie, vous pouvez placer jusqu'à 2 cartes de votre main en dessous du deck, puis vous piochez autant de cartes que vous allez placer en dessous du deck, c'est-à-dire que vous allez simplement cycler votre main, vous allez remettre en dessous du deck des cartes qui ne vous intéressent pas pour espérer piocher de meilleures cartes. Et derrière, la suite de l'effet qui est un peu intéressant, qui dit que simplement, pour toute la durée du tour, si votre adversaire joue une carte de combat avec 20 000 de puissance ou moins, il choisit 2 cartes de sa main et la transfère dans sa dimension parallèle. Autant vous dire que c'était ironique et que cette carte est extrêmement forte et que, à mes yeux, c'est une des cartes qui devrait être touchée dans la prochaine banlist. Et du coup, vous voyez que parmi la decklist que je vous présente, il y a quasiment toutes les cartes qui se retrouvent être des cartes clés, puisqu'au final, je ne vous ai pas parlé notamment des Kaioshin qui donnent double frappe, qui sont essentiels dans le deck, et aussi du BBD Super Combo, les 2 Negate, l'expansion de force et le protecteur du peuple, etc. Concernant les decklists, du coup, il y a les 2 decklists. Je ne vais pas rentrer en détail dans les 2 decklists, mais déjà, simplement, la différence entre les 2 decklists, c'est Jordan Merkel qui joue un deck de 60 cartes, alors que Justin Rios, lui, joue un deck de 52 cartes seulement. Mais du coup, oui, Justin Rios, lui, qui joue un deck un peu différent. La chose vraiment la plus intéressante dans son deck, c'est qu'il ne joue pas le VKX Trop 6 de la BT10, mais à la place, il joue cette promo Championship qui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une carte qui est quand même assez peu jouée. Si vous avez 3 énergies ou plus et que quand cette carte est meulée de votre deck et que vous n'avez pas de cartes de combat en jeu, vous allez simplement pouvoir jouer cette carte gratuitement et du coup ce sera un tapper à 20 000 où vous allez du coup pouvoir Xeno Evolve le VKX Trop 7 dessus. Sinon voilà, globalement, les 2 decks qui, au final, c'est vraiment à la préférence de chacun. On retrouve globalement les mêmes cartes en main ou en side des 2 côtés. Mais on voit juste que Justin Rios joue une decklist du coup avec moins de cartes pour espérer toucher plus facilement des cartes lors de ses meules. Mais aussi il joue une decklist peut-être un peu plus défensive avec du coup la promo Trop 5 qui a un effet en inertie comparable à un AD Defender, même si un peu moins fort. Du coup, je vais pas m'attarder plus que ça sur les decklists. Si vous voulez récupérer les decklists, elles sont sur le site topdeckdiffusion.com. Et du coup, passons maintenant au point faible du deck. Parce que oui, le deck est extrêmement fort, mais comme tout deck, il a ses points faibles. Et la première chose à noter, c'est que c'est un deck mono noir. Au final, dans le jeu, on sait très bien que la couleur noire est l'une des couleurs les moins fortes
Même si on a quand même le noir qui se développe de plus en plus, mais il faut avouer que quand même c'est une couleur qui manque encore beaucoup d'armes face à d'autres couleurs. Le deuxième point faible du deck, c'est que certes j'ai dit que c'est un deck qui fait énormément de CA, mais comme je vous dis, c'est surtout un deck qui va faire du CA sur le board et pas forcément en main. Bah, vous allez souvent vous retrouver avec peu de cartes en main, même si ces peu de cartes que vous allez avoir en main, bah, ce sera quand même des ressources suffisantes pour menacer votre adversaire ou alors pour vous défendre, mais il faudra quand même faire attention face au deck destructeur de main. Le troisième point faible du deck, c'est que c'est un deck qui comporte quand même beaucoup de RNG, c'est-à-dire beaucoup de variables, beaucoup de chances, via l'effet du leader qui va du coup meuler des cartes, et bah soit vous allez être un excellent joueur comme Justin Rios et faire un +6 à un certain tour, ou alors vous allez juste être extrêmement malchanceux, et parmi les 5 cartes que vous allez meuler avec l'effet de votre leader, bah, vous n'allez pouvoir en jouer aucune. Et même ça sera parfois l'inverse, c'est-à-dire que vous allez piocher les cartes que vous aurez aimé meule et vous allez meuler les cartes que vous aurez aimé piocher, que ce soit les VKX, Trop 6, Trop 7, le Super Combo BBD ou même toutes vos extras. C'est vraiment des cartes que vous voulez à tout prix piocher. A l'inverse, tout ce qui est les cartes du starter deck ou même les Kotsukai, les Boo et le Fou, bah, c'est justement des cartes que vous n'allez pas vouloir piocher parce qu'en main, ils ne serviront à rien. C'est vraiment des cartes qui sont utiles lorsque vous voulez meuler ou alors une fois qu'ils sont dans votre zone de dispersion. Et dernier point faible, qui est quand même à noter, même si c'est un deck qui peut tenir sur la longueur, c'est qu'il s'essouffle quand même à partir d'un moment, parce que c'est un deck aggro, parce que bah, arrivé au tour 4, tour 5, vous allez vous retrouver avec beaucoup trop d'énergie, plus d'énergie que vous n'en pourrez utiliser. À partir de ce moment-là, bah, juste un deck qui lui a de plus en plus de grosses cartes, qui a des menaces toujours plus grosses, qui va lui toujours profiter de toutes ces énergies, aura évidemment de meilleures cartes en fin de partie que vous. Et du coup, par rapport à ces points faibles, on en déduit aussi les façons de contrer le deck. La première chose, c'est déjà de se préparer à l'agression adverse. Vous savez que c'est un deck aggro, vous savez que le seul plan de jeu, à vrai dire, du deck, c'est de vous agresser. Et du coup, bah, préparez-vous à ça. N'allez pas gaspiller toutes vos énergies pendant votre tour pour après rester sans défense dans le tour adverse. Préparez lors de votre mulligan, allez chercher des cartes défensives, des comptes de super combo. Si vous jouez bleu, allez chercher des haricots magiques et préparez aussi un side anti-aggro. J'ai parlé notamment des protecteurs du peuple. Le deuxième conseil que je vais vous donner, n'allez pas all-in tout sur une seule attaque. Je vous ai dit, le deck il a énormément de puissance de combo. Il va pouvoir vous lâcher des BBD à 40 000 de puissance de combo. Et du coup, ne sous-estimez pas la puissance des combos deck adverse par rapport aux cartes qu'il a en main. Si ça se trouve, votre adversaire va avoir 5 cartes en main, mais dans les 5 cartes qu'il a en main, ce sera 3 super combos et 2 Kai qui ont du coup 10 000 de puissance de combo si vous avez 5 cartes en main au moins. Et du coup, bah, avec ces 5 cartes là, il pourra out-combo n'importe laquelle de vos attaques. Du coup, n'allez pas tout jouer sur une seule de vos attaques, mais essayez vraiment de le faire gaspiller ses ressources petit à petit sur plusieurs attaques. Et votre but, c'est ainsi de simplement essayer de gaspiller les ressources adverses. Et au final, le dernier conseil, qui est lui aussi très important, je vous ai parlé du deck qui meule énormément, qui cycle énormément. Mais justement, profitez-en pour garder un œil sur les decks qui lui restent dans le deck, les decks qu'il peut avoir dans les PV ou les decks qu'il peut avoir éventuellement en main. N'hésitez pas à demander à votre adversaire de contrôler sa zone de dispersion et contrôler sa dimension parallèle pour compter le nombre de super combos qui sont déjà passés, le nombre de contres qui sont déjà passés. Est-ce qu'il reste encore des Vegas Drop 7 dans le deck adverse? C'est un deck qui au final donne énormément d'informations à l'adversaire et c'est vraiment à vous d'en profiter un maximum et d'essayer de tenir compte un maximum et de récolter un maximum toutes ces petites informations qui pourront vous mener à la victoire. Du coup voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire vos retours par rapport à nos vidéos, à ce format notamment. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, ça nous fait énormément plaisir. Et à vous abonner à la chaîne, comme dit, ça nous aide et nous soutient énormément. Et du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.